Finalement, la relation humaine, ça n'est que la tentative désespérée du moi, de l'identité du jeu, pour survivre à l'hostilité du tu. C'est-à-dire que l'autre est un danger pour moi. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai du mal à savoir qui je suis. La preuve, la plupart des personnes qui essaient de se dire, de dire leur identité, ils galèrent. Et parfois, Pardon, oui. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on arrive à qualifier des personnes qui sont dangereuses pour nous. Ouais. On se rapproche quand même de ces personnes-là. On va y venir justement. Ouais, pourquoi on a cette tendance-là à rejoindre des gens qui vont nous dézinguer? Oui, bien sûr. Et c'est intéressant. On va y venir. La difficulté que nous avons dans la relation, vous comprenez, c'est ce que j'essaie de vous matraquer depuis le début, c'est ce paradoxe entre le fait de vouloir être en relation avec quelqu'un qui est différent de moi et en même temps à vouloir m'affirmer moi dans mon identité. Or, la différence de l'autre va venir parfois me nier dans mon identité. Donc il va falloir que je m'affirme de manière encore plus forte. Vous voyez, d'où le fait, il y a certaines personnes qui le disent, il est bien plus simple, par exemple, d'être en couple avec quelqu'un du même sexe. Vraiment, je regardais justement une vidéo d'une influenceuse lesbienne, là, il n'y a pas très longtemps, qui disait, mais c'est tellement plus simple d'être en couple avec une femme. Si on se comprend, c'est beaucoup plus facile. C'est bien plus simple d'être en couple avec un homme quand on est un homme. Écoutez, il se passe quelque chose, enfin, j'en suis sûr. Vous avez beau le nier, mais il y a tout de... vous êtes habillés de la même couleur, je veux dire... Mais je savais qu'il se passait aussi un truc entre nous. Sauf que moi je suis déjà marié, donc voilà. Mais vous, profitez. Voilà. Et vous voyez, c'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple d'être avec quelqu'un qui n'est pas si différent que ça. Le couple hétérosexuel, c'est difficile, c'est compliqué. Si en plus il y a une différence de culture, si en plus il y a une différence de religion, si en plus il y a une différence de famille, attendez, mais c'est terrible. Et donc, trouver son identité, ça devient hyper difficile. Alors justement, on est dans la salle Pascal, donc on va lire le texte de Pascal, si vous voulez bien. Tout était calculé. Qu'est-ce que le moi? C'est issu des pensées de Pascal. Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants. Si je passe par là, puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir? Non. Car il ne pense pas à moi en particulier. Mais celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il? Non. Car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on pour moi? Non. Car je puis perdre ses qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi, s'il n'est ni dans le corps, ni dans l'âme? Et comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ces qualités qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables? Car aimera-t-on la substance de l'âme d'une personne, abstraitement, et quelques qualités qui y fussent? Cela ne se peut, et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. Qu'on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n'aime personne
que pour des qualités empruntées. En gros, quand quelqu'un te dit « je t'aime », il ne t'aime pas toi. C'est la thèse de Pascal. Quand il dit « je t'aime », il aime quoi? Ce qu'il connaît de toi. Donc ça peut être simplement ton physique, ton corps, ton visage. Ça peut être aussi les sentiments qu'il peut éprouver pour toi. Tu lui rappelles des choses positives, il ne le sait même pas, mais dans le fond, peut-être que tu lui rappelles sa maman ou son papa. Et c'est inconscient, il ne se rappelle même pas. Peut-être que tu l'aimes aussi pour ses qualités, on va dire ses performances. Le terme n'est pas forcément très bien choisi. Ses compétences, on va dire, voilà. Bon, pareil, bon bref, vous avez compris. Peut-être que tu l'aimes parce que c'est le ou c'est la meilleure dans tel ou tel domaine. Peut-être que tu l'aimes parce qu'il te fait rire, parce qu'elle te fait rire. Peut-être que tu l'aimes de manière encore pire, parce qu'il a besoin de toi, parce qu'elle a besoin de toi. Et tu es un bon Saint-Bernard. Mais donc, on n'aime jamais quelqu'un pour ce qu'il est, pour son identité. Et donc, est-ce qu'on peut réellement dire que la relation va être le lieu d'un bonheur, puisque dans la relation, je ne suis jamais en relation avec la personne, mais uniquement avec ses qualités. Donc vous voyez le paradoxe que nous avons, c'est-à-dire qu'à la fois nous voulons être en relation avec des gens qui sont différents de nous, et en même temps nous voulons affirmer notre identité, mais notre identité sera complètement inconnue de l'autre et de nous-mêmes. Oui, parce que essayez de dire votre identité. Par quoi vous commenceriez? Si on devait vous présenter, vous diriez quoi? Je m'appelle, super, très bien, ok. Je m'appelle machin. Et ensuite, ton prénom c'est quoi? Soria. Quelle est la soriaïtude de Soria? Parce que, en fait, dans le fond, la personne qui veut être aimée, elle veut être aimée pour quoi? Pas pour ses qualités, pas pour ses compétences, pas pour ses trucs. Il veut être aimé pour ce qu'il est vraiment, pour sa nature réelle, pour tout ce qu'il est. Il veut être aimé même quand il sera vieux, quand la beauté sera tombée, quand il aura perdu la mémoire, quand il se mettra à baver partout, quand il aura des couches. Attendez, mais c'est drôle de se dire ça, hein? Mais ça se trouve, ça va être vous. C'est drôle de penser à des vieux comme ça, tu sais, de se dire, ils sont tous seuls dans une maison de retraite, plus personne ne les aime. Et ça se trouve, ce sera vous. Et croyez-moi, une mamie ou un papy ou un machin, ils veulent être aimés encore, hein, pour ce qu'ils sont. Alors parfois ils développent des stratégies, c'est terrible de voir ça, moi je ne supporte pas. Vous savez, les personnes âgées qui appliquent la stratégie de l'infantilisation. Ils s'infantilisent. Ils deviennent un peu comme des enfants à nouveau, à sourire, à faire oui, comme ça. Alors que c'est des gens qui ont un vécu incroyable, qu'il faudrait respecter dans leur dignité, dans ce qu'ils ont. Vous voyez, ils ont bien plus vécu que nous, donc il faudrait les respecter un petit peu plus. Alors parfois ils ont des défauts, parfois ils ont des trucs comme ça. Oui, mais ils veulent être aimés pour ce qu'ils sont. Et toi, tu as envie d'être aimé pour ce que tu es. J'ai déjà entendu des gens qui demandaient à leur femme qui venait d'accoucher de leur 4e enfant, « Bon, il serait temps que tu fasses un régime. » Ah, tu es vachement aimé pour ce que tu es à ce moment-là. J'ai déjà vu mais pareil, là je vous prends cet exemple, mais c'est terrible. Je vous donne un exemple tout bête. Le tu es belle, il est devenu quoi? Ouais. Vous l'avez dit en même temps, c'était très bizarre. Parce que ça fait du tas. J'ai vu les lèvres bouger de ce côté-là et j'ai entendu le son là-bas. Le t'es bonne. Mais qu'est-ce qui est bon? Un McDo, un truc qui se bouffe. En fait, le tu es belle, tu vois, qui engageait simplement une caractéristique. On te disait une caractéristique qui t'appartenait,
devient un tébon, c'est-à-dire quelque chose que je dois bouffer, qui m'appartient. Je réduis l'autre à un objet. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que, mesdemoiselles, le dragueur de rue qui vous aborde, il vous dira jamais t'es bonne, parce qu'il sait que voilà, ça passe pas très bien. Donc il faudrait le dire autrement. Ouais, voilà, t'es charmante, merci, voilà, ok. T'es charmante. Et tu vas voir qu'en fait, c'est tellement en rapport à lui et pas en rapport à toi, que quand tu vas le frustrer, il va t'insulter. Eh mademoiselle, t'es charmante. Eh, t'as pas un 07? Eh, ça va, je t'agresse pas. Eh, ça le te pue, ouais. Tu passes de charmante à te pue d'un coup. Alors que la te pue, elle aurait dit oui. Sans poser de questions. Eh, mademoiselle, t'es charmante, tu voudrais même laisser un 07? Bah oui, bien sûr. 50 balles, allez, viens. Alors je le vous vois, là vous vous dites, mais je suis là tellement compris la condition féminine. Mais vous, mesdemoiselles, vous faites la même chose avec les mecs. La même chose. Le t'es beau, il est devenu quoi? Non, pas t'es bon, non. Ça dépend à quel moment. Ouais. T'es mignon. Oh, t'es trop mignon. Oh chat. Oh là là. Oh, c'est trop bien. Oh, je suis trop content d'être avec toi. T'es mon doudou. T'es mon bébé. T'es mon bébé. Mais tu couches pas avec ton bébé. T'es mon bébé. Quelle horreur. Oh, tu m'as offert un truc. Oh, c'est trop chou. Non, c'est pas chou. C'est sympa. Ça me fait plaisir. C'est pas chou. C'est pas mignon. Parce que qu'est-ce qui est mignon? C'est un petit chaton avec un nœud rose à qui tu peux faire oh, on parle la même langue, oh là là, et tu lui étales ton fond de teint sur sa tronche. Et au moment où il n'est pas content, ce chaton, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie un petit coup de griffe, et donc il te frustre. Au moment où le mec commence à te faire comprendre qu'il n'est pas un petit bébé et qu'il commence à te dire tu fermes ta gueule, j'en peux plus, à ce moment-là, ça devient ah mais t'es un connard. Franchement, tu me parles pas comme ça, c'est pas possible, je suis une personne humaine, ok? T'es bonne, t'es mignon. La réduction à soi. La réduction à soi. Alors que l'autre, il a le désir, et toi-même, tu as le désir d'être aimé pour ce que tu es toi. Ce que je faisais quand j'étais à Paris. Alors, ouais, quand j'étais plus jeune, fallait pas trop traîner avec moi, parce que j'avais aucun sentiment de honte. Ça n'a pas beaucoup évolué, je vous cache pas. Mais je me suis un peu calmé quand même, mais j'avais aucun problème et j'avais repéré donc cet aspect de t'es bonne, t'es machin comme ça. Et donc dans le métro, quand je repérais une jeune femme qui me plaisait plutôt, eh bien j'attendais d'être au moment où je me barrais, je quittais la rame et j'arrivais devant elle et je lui disais franchement t'es hyper canon et je me barrais. Alors en plus à Paris, la moitié des femmes ont l'impression de se faire agresser dès que tu leur demandes l'heure, donc c'était la cata. Donc résultat, elles ne savaient pas ce qui se passait, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait. Moi j'aimais bien chauffer juste après, derrière, là je regardais un petit peu, et j'étais content de moi. Et elle allait passer une bonne journée, se remettant de ses émotions, tu vois. Au début elle se dit non mais c'est qui ce connard, etc. Puis après bon voilà. Et en plus tu vas voir, le regard que l'autre a sur toi va avoir de plus en plus d'importance en fonction de la nature de la personne avec qui tu veux être en relation. Tu vois, par exemple, tu es en... mesdemoiselles, c'est plutôt un truc un peu, un caractéristique un peu féminin. Mesdemoiselles, vous êtes en groupe, vous arrivez le matin, et auprès de votre groupe d'amis, et puis vous dites, Enfin, tout le monde vous dit dès qu'il vous voit, oh, dis donc, t'es canon, waouh, t'es trop belle et tout, c'est une nouvelle tenue, etc. Et vous dites, ah, merci beaucoup. Mais dans le fond, vous dites, oui, je sais. Je m'habillerai pas comme ça tous les matins en faisant gaffe, etc. Si je savais pas que c'était cool. Par contre, quand t'entends que ta target dit, putain, elle est trop fraîche. Toi, sur le moment, tu parais un petit peu vexé, il a dit fraîche, c'est rapport à la viande fraîche, je suis pas comme ça, etc. Mais dans le fond, on trop bien. Et les mecs, c'est pareil. T'es dans les vestiaires, t'as Bastien qui se tourne vers toi et qui dit putain, mec, t'es hyper bien foutu. Toi, qui est hétérosexuel, tu dis Bastien, qu'est-ce qui t'arrive?
Tu fermes ta gueule, tu parles plus, tu t'arrêtes. Par contre, quand t'entends à nouveau ta target de loin qui dit « Oh, il est pas bien foutu », toi, ça va ? C'est-à-dire que vous vous rendez compte, c'est l'autre qui rend important ce qui vient construire la relation que j'ai avec lui. Donc je suis à nouveau dans ce paradoxe, je veux à la fois être compris tel que je suis et m'affirmer tel que je suis, mais c'est l'autre en réalité qui devient l'arbitre de ce que je vais être capable d'être devant lui. Pour le dire plus simplement, parce que je vois bien que je ne suis pas clair quand je vous le dis comme ça, mais quand vous dites à quelqu'un un compliment, vous lui autorisez le fait d'être ce que vous venez de dire en face de lui. Je redis plus simplement. Tu dis à quelqu'un, tu es drôle. L'autre va faire des blagues devant toi. Il va s'autoriser à le faire. Tu dis à quelqu'un, mais t'es vachement intelligent. Il va se permettre de te donner son avis pour plein de trucs. Tu dis, mais j'aime trop. Dis donc, t'es quelqu'un de fort. La personne va être forte. Elle va vouloir être forte. Je me rappelle, j'avais un étudiant, je raconte souvent ça en conférence, parce que ça m'a marqué. J'avais un étudiant, les premiers enseignements que j'avais fait, c'était le latin. C'était la catastrophe. Franchement, en plus, j'étais le plus nul de ma promotion en latin. Et mon responsable de l'époque me dit, pour la fac, on a pensé à un cours pour toi. Je me suis dit, waouh, génial, attends, trop bien, je suis trop content, je suis en master, je vais pouvoir enseigner. Là, j'étais hyper content de moi. Et je pensais qu'il allait me donner un cours classique, genre la méthode, genre les trucs comme ça. Et là, il me dit, on a pensé à toi pour le latin. La panique. Et il me dit, alors lui, il avait pas du tout l'intention de me valoriser. Il me dit, parce qu'on sait que vous êtes nuls, donc on va vous confier le groupe des nuls. Donc c'est un cours que j'ai donné, j'avais 2 cours d'avance sur mes étudiants. C'est-à-dire que mes étudiants me disaient, c'est quoi le supin ? Je ne savais pas. Et donc je disais, c'est une très bonne question, on le verra la semaine prochaine. Et pendant la semaine, je regardais ça. Heureusement, donc parmi les nuls, j'avais vraiment un étudiant qui était particulièrement mauvais. Voilà, il avait 4 de moyenne. Je mettais des 4 à partir du moment où il était le nom et le prénom. Ça faisait 4 points et voilà. 4 points de moyenne. Et il vient me voir à la fin d'un de mes cours et il me dit, monsieur, je suis une merde. Je regarde ses notes, je lui dis oui. En l'occurrence, c'est vrai. Et en fait, j'avais pas compris que c'était pas en latin qu'il me parlait. C'était pas à propos du latin. Il me parlait à propos d'autre chose. Il me dit, mais monsieur, non, mais en fait, le latin, c'est le synonyme de ma vie. J'échoue tout ce que je fais. Voilà. Je sais même pas ce que je fous là. Je suis une merde. Donc là, je pose mes affaires parce que je sens que c'est un peu plus important que simplement le latin. Et je lui dis, alors on va reprendre les choses à la base. Le latin, c'est une langue morte. Si vous avez 4 dans une langue morte, c'est pas grave. On s'en fout. C'est pas très grave. En revanche, il y a un truc que je vous fais remarquer, c'est que vous êtes le bout en train de la promotion. Vous faites marrer tout le monde. À chaque fois que... Mais vraiment, et c'est ça la vie. Dites-vous que c'est ça la vie, c'est pas les notes, c'est pas le genre de truc. À partir de ce moment-là, ça a changé 2 choses vis-à-vis de ce petit gars. Premièrement, il a doublé sa moyenne, passé de 4 à 8. C'est déjà pas mal. Et ensuite, à chaque fois qu'il faisait une blague, il se retournait vers moi comme ça. Il était tellement content de savoir que j'avais repéré ça chez lui qu'il voulait le montrer. Et quand t'es aimé, c'est ça. Quand t'es aimé, tu t'autorises à te montrer. Quand tu es détesté, c'est l'inverse. Quand tu es détesté, tu vas plutôt dans l'obscurité, tu vois, tu vas pas trop te montrer. Vous savez, il y a des timidités morbides, il y a des gens qui sont timides comme pas possible, qui sont en panique à l'idée de parler en public, etc. Mais parce qu'ils sont pas aimés, ces gens. On leur a jamais dit, mais t'es quelqu'un d'absolument génial. Vas-y, c'est extraordinaire ce que tu fais. Je vois, mon fils, donc il y a 1 an et demi, il a repéré ce qui marchait avec moi. À 1 an et demi, ça va très vite. 1 an et demi, il a compris qu'il y a des trucs qui me faisaient marrer. Et donc il le refait. Il le refait. Tant que ça me fait marrer, il le refait. À la fin, ça fait plus marrer. Il y en a certains, ça fait plus encore marrer parce qu'il le refait. Mais le résultat, c'est fou. Dès qu'on se sait aimer, on a envie de se montrer.
Et justement, qu'est-ce que le moi? Si jamais je ne suis pas aimé tel que je suis, je ne me montrerai jamais tel que je suis. Et donc je suis à nouveau dans un paradoxe, je ne peux me révéler moi-même que si je suis aimé d'un autre. D'où ce qui nous pousse à être en relation les uns avec les autres, c'est que, résultat, j'ai besoin d'un autre différent de moi pour me montrer qui je suis moi. La plupart des personnes, vous savez, vous en avez tous dans les familles, des gens qui se mettent avec des gens en couple où c'est tellement l'opposé. Vous savez que, il y a une chance sur une à peu près que ça ne marche pas. C'est l'opposé. Mais pourquoi? Quel est le but? Mais c'est de se trouver soi. C'est que parfois, finalement, quand j'ai été avec cette personne, pour la première fois de ma vie, j'ai vu qui j'étais. Donc vous voyez ce paradoxe que nous avons entre le fait de dire je dois résoudre les différences pour me mettre en relation et le fait de dire je dois à tout prix maintenir les différences pour être en relation. Tout en ayant ce problème chez Pascal, le fait que malheureusement nous ne pouvons pas nous connaître nous-mêmes aussi facilement qu'on l'aimerait. Alors on vient de finir le grand A. Les différences et l'égalité aux sources du conflit. On va passer à la deuxième partie du grand 1, qui s'appelle autrui comme menace. Alors, je vais vous lire un texte que je vous passerai la prochaine fois. J'ai pas eu le temps de le photocopier malheureusement. Donc je vous invite à vraiment écouter. C'est un texte de Sartre, issu de L'être et le néant. Et il parle d'autrui. Autrui, en effet, c'est l'autre. Merci Jean-Paul. C'est-à-dire le moi qui n'est pas moi. Super. Nous saisissons donc ici une négation comme structure constitutive de l'être autrui. Autrui, c'est celui qui n'est pas moi et que je ne suis pas. Vous voyez, cette approche de l'autre, c'est le fait de dire ce qui est autre que moi, c'est ce qui est différent de moi. Et même plus fondamentalement, c'est ce qui n'est pas moi. Ce ne pas indique un néant, comme élément de séparation donné entre autrui et moi-même. Entre autrui et moi-même, il y a un néant de séparation. Ce néant ne tire pas son origine de moi-même, ni d'autrui, ni d'une relation réciproque de autrui et de moi-même, mais il est au contraire originellement le fondement de toute relation entre autrui et moi, comme absence première de relation. Par le regard, quand je regarde quelqu'un, j'éprouve autrui concrètement comme sujet libre et conscient qui fait qu'il y a un monde en se temporalisant envers ses propres possibilités. Ça, c'est pas forcément très important. Qu'il y a un monde entre lui et moi. Et la présence sans intermédiaire de ce sujet est la condition nécessaire de toute pensée que je tenterai de former sur moi-même. Attention, là, ça devient plus compliqué. Je vais m'arrêter là, on va le détailler ensemble, ce texte. C'est un texte très important, parce que la relation que j'ai avec quelqu'un est fondée sur le fait que ce quelqu'un n'est pas moi. Mais ça veut dire quoi, ce n'est pas moi? Ce n'est pas simplement est différent de moi, quand on regarde nos deux visages, on est différent. Non, ça veut dire que l'autre a un monde à lui et j'ai un monde à moi. Prenez conscience de ça, c'est pas forcément très évident. Vos camarades là, qui sont à côté de vous, sont en train de penser à des choses auxquelles vous ne pensez pas. Ils sont habités par des émotions auxquelles vous n'êtes pas sensible. Ils ont parfois même des douleurs à laquelle vous n'êtes pas forcément sensible. Vous voyez, je fais un travail actuellement sur la douleur, je trouve ça très intéressant. J'ai eu des gros problèmes de dos au premier semestre, et en fait j'ai dû être opéré et compagnie, et résultat malheureusement, ça s'est pas hyper bien passé, malheureusement j'ai mal tout le temps. Une douleur sourde qui est tout le temps, parfois il y a des pics, etc. Je peux vous assurer que quand vous avez mal, le monde devient différent. Mais tout devient différent.
C'est-à-dire que, je ne sais pas, monter les marches d'un escalier, ça devient différent. Vous l'appréhendez plus de la même manière. Quand votre fils vous court vers vous pour que vous le preniez dans les bras et que vous avez mal au dos, c'est pas du tout la même chose que quand vous n'avez pas mal au dos et que vous en fichez. Vous voyez, quelqu'un qui a des maladies chroniques, quelqu'un qui a des migraines, parce que je sais que ça arrive souvent, des migraines par exemple, quand tu as une migraine, ton monde n'est plus le même que celui que tu avais quand tu n'avais pas la migraine. Et dis-toi que la séparation qu'il y a entre ça est encore plus radicale quand l'autre est en face de toi. L'autre a une vision du monde qui lui est propre. Et cette radicalité d'autrui fait que aussi autrui est totalement libre en face de moi. Ça, vous voyez, pour moi c'est fondamental et c'est absolument dingue. C'est-à-dire que quand j'ai en face de moi un étudiant, je sais que cet étudiant est complètement libre. C'est-à-dire que, normalement, cet étudiant pourrait très bien, en face de moi, me mettre une énorme gifle. Il peut le faire. Il est libre. Quand je suis en relation avec quelqu'un, quand je suis en couple avec quelqu'un, la personne est totalement indéterminée. Il y a des gestes que l'on fait quand on se met en couple, quand on fait sa demande en mariage, par exemple. Tu fais un truc absurde quand tu fais ta demande en mariage, tu te mets à genoux. Pourquoi tu te mets à genoux ? Personne ne se met à genoux de manière générale. En Occident, personne ne se met à genoux. On se met à genoux aussi. On se mettait à genoux devant son roi et devant son Dieu. D'accord. Aujourd'hui, quand tu te mets à genoux, c'est que tu es en train de gerber dans les toilettes, tu vois, ou tu es en train de récurer les chiottes. Il n'y a pas d'autre moment où tu te mets réellement à genoux. Pourquoi tu te mets à genoux devant la personne à qui tu vas te demander de te marier ? Parce qu'en fait, tu es en train de lui dire, Dieu et le roi, tu te mettais à genoux devant eux, par geste d'humilité, tu te mettais un petit peu en dessous, parce que tu savais que l'un et l'autre pouvaient te buter. Donc tu ne restais pas debout devant eux. Tu te mettais à genoux. Tu peux me buter. Quand tu te mets à demander quelqu'un en mariage, tu lui fais comprendre quoi ? Tu pourras me buter. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes la possibilité de te buter. Et vous le savez, vous toutes les personnes qui ont vécu des ruptures amoureuses ou amicales, l'autre a une telle capacité à nous anéantir. Parce qu'il a accédé à quelque chose de tellement intime, de tellement profond en nous, que même les souvenirs que l'on va avoir de cette personne, ça va être terrible. Rien de pire, vous voyez, être un petit peu en panique. Par exemple, vous arrivez dans le bus et vous sentez d'un coup le parfum de votre ex. Alors que vous n'êtes pas dans la même ville. Mais vous êtes en panique, vous êtes en alerte de partout. Vous dites, mais qui a cette padette, c'est pas possible. Vous vous mettez à sniffer un peu partout, d'ailleurs, vous faites... ça, vous tombez sur une mamie qui a exactement le même parfum, vous dites, non, bon, ça va, c'est pas toi. Mais tu vois, quand tu es en relation avec quelqu'un, en fait, autrui, comme il a un monde à lui, comme il a une liberté à lui, comme il a une sensibilité à lui, à laquelle tu n'es que convié. Tu vois, tu n'as accès qu'à quoi ? Qu'à des choses qui sont extérieures. C'est ce que disait Pascal. Eh bien, malheureusement, cette liberté peut fonder la toxicité de la relation. Une personne en relation avec toi peut être en relation avec toi parce qu'elle te veut du mal. Et dans la mesure où elle te veut du mal, si elle est en relation intime avec toi, elle va être capable de te détruire. Et ne soyons pas, stupides. Quand on parle de la relation amoureuse, on parle d'affaires sérieuses. Vous voyez, ça peut sembler très trivial, l'amour. On pourrait se dire, c'est pas très important, etc. Mais attendez, les chagrins d'amour sont des réalités atroces. Atroces. C'est-à-dire que des lieux où en fait nous étions aimés et nous ne le sommes plus. C'est rapidement fait, le passage de « je ne suis plus aimé, donc je ne suis plus aimable ». Je n'ai pas été suffisant. Je n'ai pas réussi. Ou voire même aussi autre chose, se rendre compte que l'autre ne nous suffit pas.
et voir qu'en nous, nous avons envie d'aller voir ailleurs. Vous voyez, cette réalité qui est singulière, qui est décrite par Sartre en fait de manière assez crue et assez compliquée, mais assez crue, c'est le fait que l'autre a une complète liberté d'être avec moi. Et encore plus de nos jours, parce qu'il fut un temps où vous voyez des personnes, quand elles étaient en couple, ça menait à un engagement. Et cet engagement, vous prenez le Moyen-Âge, vous prenez le 19e siècle, machin, 19e siècle peut-être un peu moins, ça menait à un engagement de fidélité. Et donc, tout ce qui était mariage, tout ce qui était truc comme ça, ça avait pour vocation de faire en sorte que, malgré tout, on va essayer de passer le moins de mauvaises années ensemble. Parce qu'on est parti pour être ensemble jusqu'à notre mort. Mais ça a beaucoup changé aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez vous séparer comme vous voulez. Et donc, c'est encore plus dangereux de se mettre avec quelqu'un. J'aime beaucoup, vous savez, quand il y a des gens qui se mettent en couple, moi je leur pose la question, je leur dis, vous serez en couple jusqu'à quand ? Et la réponse est tout le temps la même. Le plus longtemps possible. Non ! Si tu pars comme ça, c'est pas vrai. Parce que tu pourras durer tout le temps de ta vie. Si c'est une affaire de possibilité. Sois honnête. C'est pas le plus longtemps possible. C'est tant que je le voudrais bien. C'est ça que tu dis. Combien de temps je vais rester en couple avec cette personne ? Tant que je le voudrais bien. Et donc, l'autre qui est en couple avec toi le sait qu'il ne peut être en couple avec toi que tant que tu le veux bien. Et lui, c'est pareil de son côté. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir développer des stratégies pour que cette menace de la rupture ne soit plus une menace. Et donc, il y a des stratégies qui sont tellement débiles. On va faire des enfants ensemble. Comme ça, on est sûr qu'on va rester ensemble. Non. Non. On va essayer de repimenter notre vie sexuelle pour essayer d'être plus ensemble. Non. Tant que tu le voudras bien. Et vous comprenez que finalement, autrui devient une menace dans la relation. Donc dans un premier temps, on a vu que autrui me permet de me révéler moi-même et que j'ai une aspiration moi-même à être aimé tel que je suis, avec tout ce que ça peut représenter de réalisation personnelle, etc. Et en même temps, à la Macron, en même temps, on se retrouve avec autrui qui peut devenir une menace. Une menace contre moi. Alors, est-ce que je lis ça ? Ouais. Je vais vous lire un texte de Merleau-Ponty. Pareil que je vous donnerai la prochaine fois. Merleau-Ponty, ça s'appelle Phénoménologie de la perception. Alors, c'est pareil, c'est un petit peu compliqué comme ça, comme manière de penser, mais vous allez voir, c'est très intéressant. On est toujours dans autrui comme menace. Autrui ou moi, il faut choisir, dit-on. Mais on choisit l'un contre l'autre. Et ainsi, on affirme le conflit. Autrui me transforme en objet et me nie. Je transforme autrui en objet et je le nie, dit-on. En réalité, le regard d'autrui ne me transforme en objet et mon regard ne le transforme en objet que si l'un et l'autre nous nous retirons dans le fond de notre nature pensante, si nous faisons l'un et l'autre regard inhumain, si chacun sent ses actions, non pas reprises et comprises, mais observées comme celles d'un insecte. C'est par exemple ce qui arrive quand je subis le regard d'un inconnu. Imaginez-vous, vous faites la même expérience que Merleau-Ponty. Vous allez, je sais pas, dans le bus, et là, il y a un inconnu qui vous fixe. Vous savez, ou alors, pire, vous êtes dans le carré du train, c'est du TGV là, vous êtes dans un carré comme ça, la place la plus horrible, hein, on n'a pas envie d'être un carré, personne n'a envie d'être un carré. Tu es un carré comme ça, tu t'installes, voilà, tu regardes le paysage, tout va bien, tu tournes comme ça, puis d'un coup tu te rends compte que la personne qui est en diagonale là, tu regardes comme ça. Et donc au début tu fais bonjour,
Elle répond pas. Je fais, bon. Et que va dire Merleau-Ponty? Donc le regard d'un inconnu. Mais même alors, l'objectivation de chacun par le regard de l'autre n'est ressentie comme pénible que parce qu'elle prend la place d'une communication possible. L'autre qui me regarde là, ça me pose problème parce que ça remplace une communication qu'on pourrait avoir, mais qu'on n'a pas. Il est le seul à communiquer, ou plutôt je suis le seul à essayer de communiquer avec lui, et lui ne fait que me regarder. Le regard d'un chien sur moi ne me gêne pas. Tu t'en fous, tu vois qu'un chien te regarde comme ça. Tu fais oui, il me regarde. Alors quand tu as peur des chiens, c'est pas bien, évidemment. Mais quand tu n'as pas peur des chiens, tu te dis c'est comme ça, ok, il me regarde, ok. Ok. Le refus de communiquer est encore un mode de communication. La liberté protéiforme, c'est-à-dire vraiment qui prend énormément de formes. La nature pensante, le fond inaliénable, l'existence non qualifiée qui, entre moi et autrui, marque les limites de toute sympathie, suspend bien la communication mais ne l'anéantit pas. Si j'ai affaire à un inconnu qui n'a pas encore dit un seul mot, je peux croire qu'il vit dans un autre monde où mes actions et mes pensées ne sont pas dignes de figurer. Tu vois, c'est en gros, il y a un inconnu qui est en face de moi, qui est en train de me regarder. Ça se trouve, il est dans ses pensées. Tu sais, ça t'est déjà arrivé. Tu es dans tes pensées. Et sans t'en rendre compte, tu fixes quelqu'un. Et toi, tu es dans tes pensées. Puis au bout d'un moment, quand tu vois que la personne en face de toi, elle fait... Là, tu fais... attendez, pardon, je regarde. Voilà. L'inconnu, tant qu'il n'a pas établi une communication avec toi, tu peux te dire, c'est pas grave. Il n'y a pas de désir de communication. Mais qu'il dise un seul mot, ou seulement qu'il ait un geste d'impatience, et déjà il cesse de me transcender, c'est donc là sa voix, ce sont là ses pensées. Voilà donc le domaine que je croyais inaccessible. Chaque existence ne transcende définitivement les autres que quand elle reste oisive et assise sur sa différence naturelle. C'est-à-dire que, en gros, la personne qui n'entre pas en communication avec moi, ça peut me gêner, mais c'est pas gênant. Si je vois que la personne est en train de me fixer avec intensité et commence à faire des mouvements qui impliquent qu'en fait, il entre en communication avec moi, à ce moment-là, ça peut me gêner. Tu vois la personne qui te regarde, qui commence à faire comme ça, là tu te dis oh. N'est-ce pas? Vous pouvez arrêter de le faire, voilà. C'est formidable. Non, mais ils suivent pas, c'est pour ça. Donc finalement, autrui peut devenir un ennemi. Et c'est ça qui est intéressant, vous voyez, chez Merleau-Ponty, ce qu'il déclare, c'est que autrui peut devenir une menace parce qu'il a sa vie intérieure, c'est ce qu'a dit Sartre, et aussi parce qu'il me voit. Il me voit réellement. Et plus j'entre en relation avec lui, plus cette personne me voit réellement dans mes failles, dans mes faiblesses, dans ma sensibilité, dans mes vulnérabilités. Celui qui peut vous faire le plus mal, c'est celui qui vous aime le plus. Ça, c'est sûr et certain. Celui qui vous déteste, celui que vous ne connaissez pas, etc. Bon, il peut vous dire plein de trucs, il peut vous faire plein de crasses, ça ne pose pas de problème. Quand il y a un ami qui vous trahit, quand il y a une amie qui vous trahit, quand il y a quelqu'un qui vous aime, etc., qui vous aimait, et qui se sert de ce qu'il a appris en vous aimant pour vous faire du mal, à ce moment-là, en fait, c'est dramatique. Et vous avez cette fameuse parole de Sartre, vous la connaissez, l'enfer, c'est les autres. Voilà. Et il explique à un moment, lors d'une conférence, j'ai voulu dire l'enfer, c'est les autres. Mais l'enfer, c'est les autres a toujours été mal compris. On a cru que je voulais dire par là que nos rapports avec les autres étaient toujours empoisonnés, que c'était toujours des rapports infernaux. Or, c'est tout autre chose que je veux dire. Je veux dire que si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors l'autre ne peut être que l'enfer. Pourquoi ? Parce que les autres sont au fond ce qu'il y a de plus important en nous-mêmes, pour notre propre connaissance de nous-mêmes. Quand nous pensons sur nous, quand nous essayons de nous connaître, au fond nous usons des connaissances que les autres ont déjà sur nous. Nous nous jugeons avec les moyens que les autres nous ont donnés de nous juger. Quoi que je dise sur moi, toujours le jugement d'autrui entre dedans.
Quoique je sente de moi, le jugement d'autrui entre dedans, ce qui veut dire que si mes rapports sont mauvais, je me mets dans la totale dépendance d'autrui. Et alors, en effet, je suis en enfer. Et il existe une quantité de gens dans le monde qui sont en enfer parce qu'ils dépendent trop du jugement d'autrui. Mais cela ne veut nullement dire qu'on ne puisse avoir d'autres rapports avec les autres. Ça marque simplement l'importance capitale de tous les autres pour chacun de nous. L'enfer, c'est les autres. Si vous êtes en relation avec quelqu'un qui est profondément vicieux, malheureusement, vous allez être plongé en enfer. Et justement, la prochaine fois, vous voyez, on va essayer de détailler tout ce qui est de l'ordre des pathologies de la relation, la toxicité des relations, tout ce qui peut exister de cet ordre. Parce que vous avez des personnes qui sont profondément en enfer. Et comme le dit Sartre, ça va dépendre du jugement qui va être exercé. Regardez, par exemple, vous êtes dans une famille où on ne vous dit jamais ce que vous faites de bien. Ou même pire, encore plus vicieux, parce que je sais que je parle à des gens qui sont issus d'un certain milieu social, où on ne dit du bien que quand la personne n'est pas là. Vous voyez, on se permet de dire « Oh, tu sais, lui, il est vraiment génial ». Quand il est là, on ne lui dit jamais rien. Ou pire, vous êtes face à des parents qui vous démoralisent complètement, qui vous détruisent à petit feu complètement. Des personnes qui vont, par exemple, être dans des familles, je vous dis ça, tant mieux si ce n'est pas le cas pour vous, hein, c'est super, hein. Et d'ailleurs je vous le souhaite. Et heureusement, ce n'est pas aussi fréquent qu'on pourrait le penser. Mais il y a des personnes qui vivent un enfer depuis qu'ils sont nés, et ils ne savent pas qu'il y a autre chose qui est possible de vivre. Mettez-vous à la place, vous voyez, quand vous travaillez, ça m'est arrivé, de travailler avec des personnes qui ont été abusées par leurs parents, sexuellement. Le problème véritable, hein, c'est que l'enfant ne sait pas que ce n'est pas un bon moyen pour exprimer de l'amour. Vous voyez, l'enfant sent qu'il y a un problème, mais il se dit que puisque c'est ses parents qui font ça, c'est que ça doit être normal. Donc pendant longtemps, la personne qui a été abusée sexuellement ne se dit pas qu'il y a un problème. Et elle vit qu'il y a un problème. Et elle vit un enfer en permanence, sans savoir que ça n'est pas normal. Et vous avez des paradoxes, par exemple, de personnes qui vous disent « Oui, mon père a abusé de moi, mais tous les soirs, pendant de mes 8 ans à mes 16 ans, mais il m'aime. Mais il m'aime. C'était sa manière à lui de montrer qu'il m'aimait. » Non. C'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est de l'enfer. Et tu peux prendre n'importe quelle réalité absolument sordide relationnelle, tu seras dans la même chose. Et comprenez bien une chose, dès lors que vous êtes vicieux, vous devenez un enfer pour les autres. Il y a des personnes... enfin, je pense à lui. Bon. C'était un gars qui était un compulsif baiseur, qui était un de mes amis. Et il ne pouvait pas s'empêcher, lui, c'était un queutard fini, c'est-à-dire dès qu'il y avait un truc, c'est passé à la casserole. Et le jour de mon anniversaire, il arrive et il me dit « Mec, j'ai un cadeau pour toi. » Je vous l'ai déjà raconté. Ouais. La partouze. Je t'offre une partouze pour ton anniversaire. C'était son vice qui s'exprimait. Pas le mien. Donc moi je lui dis, alors t'es bien gentil, mais ça me touche même pas, ça m'inquiète, je suis pas forcément très à l'aise avec ça, et donc non. Dès lors que tu es vicieux, malheureusement, tu ne peux pas vouloir le bien véritable de l'autre, et donc résultat, tu vas devenir l'enfer pour l'autre. Vous voyez, il y a des personnes qui ont des idéaux. Alors parfois c'est des idéaux de religion. Vous voyez, il y a des religions par exemple qui considèrent qu'il faut faire beaucoup d'enfants. Vous prenez le judaïsme, l'islam et le christianisme, 3 religions, il faut faire beaucoup d'enfants. T'as des personnes qui portent ça en elles et qui se disent je veux avoir beaucoup d'enfants, je veux avoir beaucoup d'enfants, je veux avoir beaucoup d'enfants. Et qui ne se rendent pas compte que cette pression-là exercée sur l'autre devient un enfer.
C'est-à-dire que, par exemple, c'est lui qui a envie d'avoir beaucoup d'enfants, elle a failli crever au deuxième pendant l'accouchement, elle n'a pas du tout envie de recommencer ça tout de suite, et résultat, sa pression à lui devient un enfer. Devient un enfer. D'autres choses, on en avait parlé la dernière fois, vous savez, les personnes qui, par religion, c'est présent dans le protestantisme, un peu dans le catholicisme aussi, par religion, se disent « moi, je n'ai pas envie de coucher avant le mariage ». Et vous avez des personnes en face qui n'ont qu'une envie, c'est d'y aller, et qui vont mettre une pression monumentale sur cette personne. Et ça va devenir infernal. Parce que s'ils sont en couple, c'est qu'ils s'aiment. Donc vous voyez, l'enfer, ça peut devenir les autres. Ou plutôt, les autres peuvent devenir de l'enfer. Et donc la prochaine fois, nous verrons. Parce que je vais m'arrêter là, parce que sinon, si je commence ça, c'est une grosse partie qu'on va devoir faire après. Enfin, ça vous va ? La prochaine fois, vous voyez, on va commencer à travailler la question de la consommation. Parce que pour comprendre, s'il vous plaît, parce que pour comprendre ce que sont les vices de la relation, il faut bien comprendre que nous évoluons, notre société occidentale, dans une société de consommation. Et que ça vient affecter en fait notre compréhension de la relation. Ça serait la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir analyser ce que c'est que la question de jouir de l'autre. Et enfin, on abordera la question de la prédation dans la relation. Je vous dis juste, les prochaines parties qui vont arriver sont des parties un petit peu existentiellement pas marrantes. D'accord ? Parce qu'on va rentrer dans des exemples concrets, on va aborder des choses, donc voilà, il faudra vous dire que de temps en temps, il faudra souffler un petit peu, on continuera à faire nos pauses, et que le monde ne tourne pas autour de ce cours, d'accord ? Il y a d'autres réalités, il faudra s'amuser, voilà. D'accord ? Allez, bon après-midi. Abonne-toi, FMP, il est beau, il est gentil, il peut te faire marrer. Abonne-toi, FMP, on the road, baby, si fricounet, la philosophie, sans bobo avec des colibris. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP. Si tu le fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman, ton frère ou ton pépé. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP. Si tu le fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman, ton frère ou ton pépé. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP. Si tu le fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté,